Bienvenue dans la 4e session de la matinée pour cette matinale XXL. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et ravi de continuer avec ceux qui sont là depuis le début de la matinée. Je vais rapidement céder la place à Madame Retailleau qui va vous parler du web marketing. Juste vous rappeler que vous avez tout le loisir de poser des questions via le chat de la chaîne YouTube. C'est moi qui assurerai le relais de ces questions à Madame Retailleau suite à son intervention. Voilà, je vous cède la parole. Très bien, merci. Bonjour, je suis donc Sandra de l'agence Digital Keys, qui est une agence de web marketing qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans et nous sommes 45 collaborateurs. Nous accompagnons des sites e-commerce qui sont soit des pure players, soit des sites qui sont des industriels qui ont voulu diversifier leur activité. On va parler aujourd'hui de web marketing. Par contre, je ne vois pas la présentation. Je pense que je vais bientôt la voir. J'attends la présentation pour pouvoir commencer. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça arrive. J'attends la présentation. Très bien, super. Je l'ai sous les yeux, je pense que vous aussi. Donc bonjour, comme je le disais, on va pouvoir parler de web marketing. Aujourd'hui, on va parler de stratégie web marketing et comment on les met en œuvre et surtout comment on définit le budget nécessaire à l'atteinte des objectifs que vous fixez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avoir un site internet n'est pas une solution miracle. Et ça, c'est très important. Si vous voulez un miracle, il faut aller à Lourdes. Et là, vous verrez ce qui se passe. Ça peut fonctionner ou pas fonctionner. Tous les jours, des sites n'ont pas de visiteurs, ne génèrent pas de leads et ne font pas de vente par manque de connaissances, d'anticipation sur les ressources humaines et financières nécessaires pour générer du business. Et ça, c'est vraiment notre quotidien. Quand on reçoit des briefs et des prospects, on n'a pas anticipé tous ces éléments-là. Aujourd'hui, créer un site n'est que le commencement. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est comme l'image qui est présente. C'est un désert et vous avez une boutique, mais elle est au milieu du désert, au fin fond d'une route où personne ne passe. Il n'y a que 10 places dans la première page de Google et rares sont les internautes qui vont sur les pages suivantes. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est des histoires vraies. C'est notamment une histoire vraie avec les vrais chiffres. Je ne vais bien évidemment pas citer la marque et le prospect, mais c'est ce qu'on vit un peu tous les jours quand on est sur des briefs de sites e-commerce avec des personnes qui veulent se lancer avec une bonne idée. Donc, un prospect nous consulte et globalement, il a un concept marketing sur un marché qui est déjà très concurrentiel, mais avec une différenciation produit intéressante. On reçoit un BP de 48 pages qui est vraiment très bien fait et c'est rare d'avoir des BP aussi bien faits. On a une offre qui est très très bien marketée. Sur le site, il y a la création d'un blog, donc de production de contenu qui est prévu. Il y a un site e-commerce et il y a l'ambition de créer une marque. L'objectif de chiffre d'affaires est raisonnable. Année 1, 100 000 euros. Année 2, 400 000 euros. Année 3, 800 000 euros. Globalement, c'est un super projet qui a un travail conséquent et qualitatif de plusieurs mois. La personne avant de venir nous voir, elle avait vraiment travaillé sur tous les éléments. La suite de l'histoire, donc là, je pose des questions habituelles qui sont les questions que vous devez vous poser quand vous voulez créer un site internet, que vous soyez un industriel ou une PME ou un entrepreneur. Comment vous faites les ventes? Donc là, la personne me répond, les internautes viennent sur le site et ils achètent. Jusque-là, tout va bien. Comment les internautes viennent sur le site? Grâce à la publicité sur Internet, Facebook, Google. Donc là, déjà, le prospect connaît bien évidemment ses leviers. Quel est le panier moyen par commande? 20 euros hors taxe. Donc là, 20 euros hors taxe, déjà, le dispositif commence à moins fonctionner puisque le panier moyen sur Internet, c'est 64 euros en 2019. Il y a 10 ans, c'était plus de 90 euros, mais 20 euros par commande. Quand on connaît un coût d'acquisition commande, on verra tout à l'heure comment on le calcule, on se rend compte que c'est déjà un panier qui est relativement faible. Quelle est la marge dégagée par commande? Puisque c'est un produit que la personne ne produit pas, c'est un produit qu'elle achète et qu'elle revend.
10 € de marge brute. Donc, le taux de marge, il est correct, hein, sauf que derrière, il n'y a pas de levier avec 10 € de marge brute. Hein. Il n'y a pas de rentabilité avec 10 € de marge brute par commande. Je ne vois plus la présentation. Très bien. Je demande au prospect s'il connaît le coût d'une publicité sur Internet. Hein. La réponse est non. Même s'il a une vague idée, mais il ne sait pas trop. Il sait que c'est payant, mais il ne sait pas trop. Quel est le budget de communication? 20 KE par an. Donc là, on voit que dans l'équation, il y a déjà quelques difficultés, un panier moyen faible, une non-connaissance du web marketing, mais ça, après, à chacun son métier. Hein. Ce n'est pas problématique. La problématique sur ce dossier, c'est que la personne vient nous voir après avoir déjà validé ses prêts bancaires, après déjà avoir construit son site Internet. Et en gros, pour cette personne-là, ce prospect-là, il n'y a plus qu'à appuyer sur la machine. Sauf qu'en fait, appuyer sur la machine, les moyens ne sont pas là puisqu'il n'y a que 20 000 € par an. Le taux de transformation moyen sur Internet, il est 2% aujourd'hui en e-commerce. Une visite en moyenne sur Internet, aujourd'hui, elle coûte 1 €. Quand je raisonne coût moyen visite, c'est les visites naturelles et les visites payantes. Exemple, si vous avez une visite sur Google AdWords qui vous coûte 2 €, ce qui est le cas, hein, il y a des prix au clic sur Google qui peuvent monter à 3, 4, 5 €. Il y en a également à 30 centimes. Hein, mais si vous avez un prix moyen à 2 € sur un coût au clic Google et une visite gratuite de l'autre côté, ça veut dire que votre coût moyen pour les deux visites, c'est 1 €. Donc nous, on raisonne en coût moyen visite qui est une moyenne pondérée entre le naturel et le payant. Et combien de fois avoir un internaute sur un site avant de passer sa commande? Ça peut être jusqu'à 10 fois. Il peut revenir, aller comparer des prix, revenir sur le prix, le produit, regarder d'autres produits, regarder tout le processus de commande. Donc, vous pouvez payer plusieurs fois la visite d'un internaute. Hein. Donc, on va faire les calculs, un petit Excel, ensemble. Je vais essayer de ne pas être trop rapide, même si c'est assez simple, mais c'est mon quotidien. Donc, l'objectif de chiffre d'affaires, on l'a vu, en année 1, c'est 100 000 €, avec un panier moyen d'une commande de 20 €. Ça veut dire qu'il faut faire 5 000 commandes sur l'année. J'estime que le taux de transformation moyen sur ce produit-là, et en première année, qui est une marque pas connue, c'est 1%. Ça représente 500 000 visites par an. Donc là, déjà, le chiffre, on voit qu'il est assez important, 500 000 visites par an. On a vu tout à l'heure qu'un coût moyen d'une visite coûtait 1 €. Donc, il faut que la personne investisse, que l'entrepreneur investisse 500 000 € par an pour pouvoir générer 5 000 commandes. Ça nous donne un CAC, ce qu'on appelle dans notre métier, ce n'est pas le CAC 40, hein, c'est le coût d'acquisition de commandes. Donc là, qui est le budget investi divisé par le nombre de commandes générées. Et là, dans le cas présent, il est de 100 €. Donc là, l'entrepreneur, le site, a dépensé 100 € pour acquérir une commande, mais une commande à 20 €. Donc à chaque commande, le site perd 80 €. 80 € hors frais généraux, puisque là, on est sur un BP uniquement communication web marketing. Donc, c'est hors frais généraux, hors coûts salariaux, hors coûts logistiques, hors prix d'achat du produit qui était de 10 €. Donc, on imagine très bien que derrière, on est à plus de 150 €. Et là, on rentre dans la logique des levées de fonds. On se dit, je vais perdre de l'argent. C'est logique aujourd'hui qu'un site internet perde de l'argent sur notamment les premières années. Alors, quand je dis logique, j'ai envie de mettre des guillemets entre logique, mais c'est un autre sujet. Hein. Puisqu'on voit bien que la deuxième année, le site veut faire un chiffre d'affaires de 400 000 €, toujours un panier moyen de 20 000 €, ça représente 20 000 commandes. On a augmenté le taux de transfo puisqu'on a appris, on est en année 2, donc on sait quel mot-clé acheter, les internautes commencent à connaître la marque, donc reviennent, donc le taux de transformation il augmente, le coût moyen à la visite, mécaniquement, il descend, donc on a un coût d'acquisition à la commande qui descend, qui est de 47 €. Mais il faut toujours investir 1 million pour faire 400 000 € de chiffre d'affaires, donc on perd toujours 500 000 €. Donc on a perdu 900 000 € uniquement sur la partie web marketing. Là encore, je ne parle pas du reste. Et en année 3, toujours la même logique. On augmente le taux de transfo, et ça c'est des points qu'il faut faire en permanence, hein, améliorer le taux de transfo. On diminue le coût moyen à la visite, on diminue le coût d'acquisition à la commande, et là on arrive à une année à l'équilibre. Là, vous venez de comprendre avec ces 3 chiffres sous Excel toute la logique de levée de fonds sur Internet. Pourquoi aujourd'hui, on a des levées au départ d'amorçage qui sont de 100 000, 200, 300 000 € pour terminer sur des levées de plusieurs millions, au-delà d'une logique de développement à l'international ou de développement de nouveaux produits.
Aujourd'hui, on enrichit avec le digital des gens comme Google et Facebook, hein, mais clairement, c'est très rare de voir des sites qui sont rentables au bout de 2 ans. Slide suivant. Donc, quelles sont les solutions? Parce que quand je reçois ce prospect-là, je pose les chiffres concrètement devant lui. L'idée, c'est pas d'en rester là, l'idée est bonne, il y a des choses à faire. Donc, la première solution, c'est d'augmenter le panier moyen par commande. Une commande de 20 €, il faut la faire passer à 25, 30, 35, 40 €. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle l'upsell. Il y a plusieurs solutions pour ça. On peut mettre des minimums de commandes. On peut mettre, suggérer des produits similaires. On peut faire ce qu'on appelle du cross-sell. Si j'achète un téléphone, on va prendre un téléphone, mais je peux avoir les piles qui vont avec, même si aujourd'hui il n'y a plus de téléphone à piles. Si j'achète des éléments de cuisine, on peut me proposer un robot de cuisine. Donc, c'est du cross-sell. Donc, augmenter le panier moyen par commande. Autre solution, qui peut être le slide suivant, s'il vous plaît. Augmenter le taux de transformation. Pour ça, il y a de nombreux leviers. La livraison gratuite en 24 heures, le retour 100% gratuit pendant 100 jours, le service client 6 jours sur 7, le paiement en 3 fois, tout ce qui est UX design, donc tout le parcours utilisateur pour ne pas perdre l'internaute lors du moment de sa commande et lui faciliter vraiment avoir un parcours d'utilisateur fluide. Et puis tout ce qui est avis sur Internet qui sont aujourd'hui des éléments très importants. Si on passe d'un taux de conversion de 2% à 2,2%, c'est 10% de chiffre d'affaires en plus. Donc, chaque point de taux de conversion gagné, 0,10%, c'est colossal en termes de traduction de chiffre d'affaires. Et nous, notre métier, c'est sans cesse d'améliorer ce taux de transformation, au-delà, en plus d'augmenter les coûts par clic sur Google. Mais un impact sur tout ce qui est taux de transformation aura beaucoup plus d'impact que sur l'augmentation, en tout cas, le réglage de nos campagnes. Ensuite, fidéliser les clients, c'est un point primordial aujourd'hui. Il y a quelques années, on raisonnait il y a 5 ans en budget acquisition. Donc, les annonceurs venaient nous voir avec un budget acquisition de nouveaux clients. Aujourd'hui, quand on a des budgets, c'est nous-mêmes qui faisons la répartition entre l'acquisition client et la fidélisation client. Ça ne sert à rien d'acquérir des clients, on l'a vu tout à l'heure, à 100 € la commande, si derrière, il n'y a pas une logique de fidélité. Donc aujourd'hui, on a à peu près 30 ou 40% de notre budget qui sont dédiés à la fidélisation. On met en place des programmes, des analyses RFM, qui sont les clients, les bons clients, les très bons clients, les VIP. Combien de nouveaux clients on gagne par an, combien on perd de mauvais clients par an, et on met en place tous les leviers. C'est ce qu'on appelle la lifetime value. On peut perdre de l'argent sur une première commande. Si derrière on a de la récurrence, ce n'est pas du tout un point gênant. Donc l'objectif, c'est de les faire revenir à mon coup et de les connaître. Autre solution, produire le produit. Moi, j'aime bien cet exemple qui est l'exemple de Vistaprint. Vistaprint, c'est un site qui a été créé de mémoire en 95. À la base, c'est un imprimeur dont le parc machine n'était pas totalement complet. Donc, il s'est dit, je vais proposer à mes clients, sur Internet, des cartes de visite gratuites, puisque ce sont mes usines, elles ne tournent pas suffisamment. Donc, je vais proposer des cartes de visite gratuites et je vais m'arranger pour que, en même temps qu'il achète ces cartes de visite gratuites, il puisse quand même me laisser autre chose. Assez rapidement, quand on arrivait sur Vistaprint à l'époque, mais si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir que c'est encore plus puissant, l'internaute passait ses commandes pour avoir ses cartes de visite gratuites, et puis en fait, on lui proposait un produit de meilleure qualité, le boîtier pour mettre ses cartes, le tampon, et on s'est rendu compte assez rapidement que le coût moyen d'une commande sur Vistaprint pour des cartes de visite gratuites était entre 15 et 20 $. Et ensuite, je sais pas, moi je vous invite vraiment à faire le test sur Vistaprint. C'est assez incroyable. On vous propose le t-shirt avec votre logo, les suites, le site internet. Et aujourd'hui, tout ça avec une approche au départ qui est sans carte de visite gratuite. Et je mets au défi quiconque de passer une commande gratuite de carte de visite parce qu'on a toujours envie d'avoir le papier de meilleure qualité et tout ce qui va avec. On a un client, Centimètre.com. Alors, Centimètre.com, il y a peut-être, c'est un fabricant de meubles sur mesure. C'est la société Sogal, qui est aujourd'hui une très belle PME. Et ils ont décidé, il y a maintenant 4 ans, d'adresser leurs offres au B2C, puisque à la base, c'est vraiment un fabricant. C'est lui qui produit les meubles, les dressings chez Leroy Merlin, Castorama.
Et aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne très, très bien. Et là, ils produisent le produit, ils font tourner leur machine et ça fonctionne très bien. C'est un très beau site. Vendre un service, Spotify. Je n'ai pas de coût de production. Chaque commande a un coût relativement faible en coût d'acquisition commande et en coût de production. On a un client qui s'appelle Hypnowledge, qui sont des cours de langue sous hypnose, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, demain le russe et le chinois. Il y a eu un travail très important de la part de notre client pour produire ces cours-là, pour les mettre en ligne. Il y a plus de 150 cours disponibles. Notre client continue d'enrichir tout son catalogue produit. On va se lancer à l'international cette année. Mais derrière, il n'y a plus de coût de production. On est sur une logique d'abonnement. Il n'y a plus de coût d'acquisition aussi important. Et derrière, quand on vend un produit, c'est 100% de marge par rapport à, de marge brute en tout cas, par rapport à d'autres produits. Il y a une autre solution, c'est d'aller vendre vos produits sur les marchés. Alors là, je caricature un peu, mais parfois, le digital n'est pas la bonne solution. Un prospect est venu me voir il n'y a pas très longtemps. Il fabriquait des produits qui sont vraiment très beaux, qui sont des très beaux foulards, mais sur le foulard, il n'y a plus de place aujourd'hui sur Internet pour créer une marque. C'est vendu par trop d'acteurs. Et je lui dis que malheureusement, je pense qu'il gagnerait beaucoup plus d'argent à aller les vendre sur les marchés ou dans des boutiques que sur le digital. Et moi, j'ai pas de problème à dire ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que notre rôle en tant qu'agence web marketing, on gère des gros budgets. Cette année, on a géré plus de 30 millions d'investissements digitaux. Et ce n'est pas de mettre les entreprises ou les créateurs, quels qu'ils soient, dans des situations financières qui soient compliquées. Derrière, il faut vraiment avoir étudié le modèle économique et être sûr que c'est un modèle économique qui est viable sur Internet. On va parler maintenant de stratégie web marketing. Alors, le parcours de conversion, il est complexe aujourd'hui. Regardez-vous, quand vous achetez sur Internet, mis à part quand vous voulez quelque chose de précis, vous savez ce que vous voulez. Mais si on prend l'exemple des vacances, alors là, je sais qu'en ce moment, ça manque cruellement. Si je prends l'exemple des vacances, on va surfer sur Internet et on va aller sur de nombreux sites pour comparer les différentes offres de vacances. Donc aujourd'hui, il y a environ 12 points de contact avant la conversion. Et dans ces points de contact, chaque levier a un rôle différent pour contribuer à l'atteinte de la conversion. C'est un peu comme une équipe de foot. Dans une équipe de foot, on connaît tous, il y a les défenseurs, le milieu et les attaquants et les buteurs. Je ne suis pas du tout une pro du foot, alors excusez-moi pour les termes. Tout le monde connaît le nom des buteurs. Aujourd'hui, le buteur dans notre métier, c'est Google, et c'est Google AdWords. Mais comment je suis arrivée sur Internet en tapant Converse Sarenza? C'est qu'auparavant, j'ai vu les nouvelles Converse Sarenza, par exemple, et que je connais la marque Sarenza. Et c'est tout le parcours de conversion qui a eu lieu avant qui a amené à la conversion, à la requête finale. Je veux acheter des Converse blanches sur Sarenza. Et ça, c'est un point important, puisque si on n'a pas tous ces leviers avant, qui sont des leviers un peu de branding et de trafic, ça ne fonctionne pas puisqu'on n'a pas la dernière requête dans Google qui transforme. On peut passer au slide suivant. Donc, notre rôle, en fait, quand on conçoit une stratégie digitale, ça va être de créer tout un écosystème pour être présent tout au long du parcours de conversion de l'internaute. Tout son chemin de réflexion, on doit être présent. Et pour ça, on construit une stratégie en 3 temps. La première chose, c'est créer de la visibilité. Donc là, on va utiliser des leviers de visibilité pour que l'internaute connaisse la marque, quelle qu'elle soit. Produire du contenu, la web influence, tous ces leviers-là qui sont des leviers de visibilité. Ensuite, on va utiliser des leviers pour créer du trafic, inciter les prospects à visiter le site par l'activation de ces leviers. Où là, on maîtrise le coût par clic. On sait combien on achète un clic sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Ce n'est pas une surprise. Et ensuite, on va rajouter des leviers pour générer la transformation, puisqu'on sait qu'il faut faire revenir les internautes sur le site Internet. Aujourd'hui, globalement, on a mis les leviers dans les cases. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le dire. Donc, chaque levier a un rôle. Pourquoi il faut mettre des leviers dans des cases? Tout simplement, puisqu'on peut faire des erreurs. Si demain, vous mettez en place une campagne de web influence pour générer des ventes, cela ne fonctionnera pas si vous analysez uniquement
le trafic que vous allez avoir grâce à cette web influence, elle sera relativement faible et elle aura un taux de transformation relativement faible. Par contre, elle va contribuer à alimenter toute la pyramide que vous voyez à l'écran sur les leviers. Donc, il faut faire de la web influence. La web influence contribue à générer des visites et à la notoriété de la marque et à générer la transfo, mais ce n'est qu'un taux de contribution, ce n'est pas un taux de transformation. Si vous regardez l'effet direct, vous aurez beaucoup moins de transformation. Et du coup, le piège, c'est de couper tous les leviers qui sont a priori non rentables, qui pourtant viennent alimenter tout ce pipe. Et si vous coupez tous les leviers non rentables, il n'y a pas de croissance. Donc là, nous, on classe les leviers, la web influence, le display, le RTB, la vidéo, tous les leviers offline également, qui sont des leviers de visibilité. Toute la partie SEO, social ads, emailing d'acquisition, native ads, 3 petits points. Là, j'ai fait un peu une sélection des leviers, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Vous imaginez bien, quand je dis social ads, il y a quelques années, c'était Facebook, mais aujourd'hui, c'est Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok. Et demain Signal, il y en a énormément, Messenger, et il y en aura toujours plus. Donc aujourd'hui, quand on parle de social ads, c'est devenu un wagon à part entière de levier. Tout ce qui est Google Ads générique. Alors quand on dit générique, c'est si vous vendez des chaussures, ça va être basket. Et quand on parle de Google Ads marque, ça va être Converse par exemple. Tout ce qui est bannière, aujourd'hui le taux de clic sur les bannières, il est relativement faible, voire inexistant, c'est inférieur à 0,01%. Mais si on s'est rendu compte avec les outils qu'on a qui mesurent justement tout ce parcours de conversion, que l'internaute voyait une bannière et que quelques secondes après, il pouvait ne pas cliquer sur la bannière et taper la marque dans Google. Et tout ça, on le mesure dans le parcours de conversion. Donc chaque levier a un objectif, a un indicateur de mesure de performance spécifique qui n'est pas le même. Il ne faut pas vouloir tout mélanger, sinon vous utilisez que les leviers qui sont le bas de pyramide de la transformation. Vous n'avez pas de croissance de chiffre d'affaires. Et souvent, l'objectif, bien évidemment, pour une entreprise, une PME, c'est d'avoir une croissance de chiffre d'affaires. Nous, on a des clients avec qui on a commencé à démarrer, qui faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires, et aujourd'hui, qui font plus de 10 millions. C'était une croissance qui a été sur le long terme, bien évidemment, et ça a été beaucoup d'investissement et beaucoup d'optimisation à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on en est rendu à activer des leviers offline, puisque toute la partie transformation, trafic et visibilité sur l'Internet est quand même assez bien établie. Et on commence, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de sites Internet qui font des campagnes médias. On peut passer au slide suivant. Alors, comment ça se traduit concrètement, ces éléments? Donc, on a ce qu'on appelle, nous, un plan de marche, qui est un plan de marche prévisionnel, qu'on réactualise tous les mois et qu'on partage avec le client pour lui expliquer pourquoi on fait tel choix. On a des clients qui souhaitent être très impliqués et nous, ça nous va énormément puisqu'on veut que nos clients comprennent ce qu'on fait. S'ils ne le comprennent pas, s'ils ne veulent pas le comprendre, c'est délicat parce qu'on ne regarde que les performances et on peut difficilement améliorer. Donc, nous, on est aussi organisme de formation, on forme beaucoup nos clients pour faciliter la compréhension de notre métier. Donc, on a un plan de marche. Là, c'est un budget de 160 000 euros, en l'occurrence, pour ce client-là. On a une partie visibilité, vous pouvez voir, qui est relativement faible, qui est moins de 10%, qui est de la web influence, mais qu'on fait maintenant de manière récurrente depuis 4-5 ans et qui amène beaucoup de visibilité à la marque et au trafic. Et aujourd'hui, c'est les web influenceuses qui viennent vers nous sur ce client-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. On a une grosse partie du budget qui est le trafic, et le reste qui est de la transformation. Donc, dans le trafic, vous voyez, il y a tout ce qui est social media, tout ce qui est Google Ads. Et dans la transformation, il y a tout ce qui est CRM. Donc, le CRM, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On s'est rendu compte en faisant l'analyse RFM de ce client, donc toute l'analyse client de la data des clients qu'on avait acquis depuis 5 ans, que l'enjeu, c'était de faire passer la 3e commande. Ben, on a mis en place un dispositif spécifique pour les clients pour la 3e commande. On a du retargeting. Donc, le retargeting, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un levier qui fonctionne. Entre voir une publicité sur des converses blanches et voir une publicité pour des fruits, je préfère voir les converses blanches parce que je suis en train dans un processus d'achat d'une paire de baskets. Donc, une partie du budget retargeting qui est toujours très importante pour fidéliser et favoriser la transformation.
Et on estime bien évidemment les résultats. On va regarder quels indicateurs on regarde par levier. Alors là, c'est un client, globalement, sur la plupart de nos clients, on accompagne plus d'une centaine de sites. Il nous faut 3 mois pour comprendre, 6 mois pour bien optimiser. Et clairement, au bout d'un an, on sait clairement où on va. Et mis à part quelques événements particuliers comme le Covid ou moins pire, on sait où on va et on ne se trompe pas sur les estimations budgétaires. Donc globalement, en web influence, vous voyez bien, on ne met aucun derrière, aucune session, aucune vente, aucun CA, puisque ce n'est pas l'objectif. L'erreur serait de mettre un objectif sur la web influence. Sur la partie social media, on a un taux de transformation qui est moins important que sur les autres leviers, puisque c'est aussi un levier de trafic et de visibilité. Donc, on a un panier moyen à 70 € et un ROAS, donc combien j'ai dépensé pour investir, de 0,53. Donc, je perds de l'argent en premier abord. Et on descend comme ça tous les leviers. Donc, on voit que Google Ads, j'ai un taux de transformation à 1,20, que le retargeting, je suis à 3% de transfo, que sur l'onboarding, je suis à 3%, les newsletters, par exemple, que sur Google Ads, la marque, je suis à 4% de transfo. C'est normal, j'ai tapé sur Internet, converse Sarenza. Je veux les acheter sur Sarenza, je veux des converses, ça transforme. Ces chiffres-là sont des vrais chiffres. Il n'y a aucun chiffre qui a été inventé. Donc sur ce client-là, on voit aussi qu'il y a des paniers moyens qui sont différents par typologie de clients et de levier. Donc sur ce client-là, j'ai un ROI, un ROS de 6. Ça veut dire que pour 1 € dépensé, je génère 6 € de chiffre d'affaires. Et j'ai un taux de pub, qui sont les deux indicateurs qu'on regarde, le ROS et le taux de pub, qui est le budget investi par chiffre d'affaires, qui est de 16%, qui est aujourd'hui clairement le chiffre d'affaires. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la communication digitale ou autre, et on a toujours dit qu'il fallait investir au moins 10-15% de son chiffre d'affaires pour rester présent sur le marché. On peut passer sur le slide suivant. Donc, il y a 3 éléments de conclusion. Le premier, c'est que le modèle économique de l'entreprise est au cœur de la réussite d'un business sur Internet. La bonne idée, le bon produit ne suffisent pas. Le nombre de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai une super idée », et c'est souvent vrai, mais clairement, je leur dis « il n'y a pas de modèle économique sur le digital pour telle et telle raison », et je déroule de manière un peu plus poussée. Là, en 20 minutes, je dois vous expliquer les grandes lignes, mais je déroule le pourquoi du comment. Le deuxième chose, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que le budget web marketing doit être au minimum de 15% du chiffre d'affaires. Alors, quand je dis ça à un annonceur, il me dit « ouais, mais pourquoi c'est bon, je fais 1 million de chiffre d'affaires, je suis connu. » Alors, 1 million de chiffre d'affaires, je ne suis pas forcément connu, mais je lui réponds Coca n'a jamais arrêté de faire de la pub à la télé. C'est la présence à l'esprit. Si vous n'êtes pas présent, vos concurrents seront présents et vous passerez au second niveau. Et c'est sans limite. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs, des industriels qui investissent plus que leur chiffre d'affaires, et ils ont raison s'ils veulent prendre des parts de marché, et ça, c'est très important. On ne peut pas progresser aujourd'hui sur le digital si on n'investit pas. Notre croissance, elle est vraiment à financer. Et puis, le dernier point qui n'était pas vrai il y a là encore 5-10 ans, il ne sert à rien de surinvestir pour développer le site parfait. Il faut faire ce qu'on appelle un MVP, Minimum Vital Project, si vous n'avez pas suffisamment de budget à allouer au trafic. C'est un peu comme si vous aviez construit une Ferrari, mais que vous n'aviez plus d'essence pour la mettre. Alors, votre Ferrari, elle est super, votre site, il est super bien, on ne peut pas faire mieux. Un peu comme votre boutique physique, elle peut être très bien, mais elle est au milieu du désert, vous n'avez plus d'essence. Aujourd'hui, quand un annonceur a mis un budget de 100, il mettait 80 dans le site et 20 dans le digital. Et aujourd'hui, il faut faire l'inverse. Il faut mettre 20 dans le site, 80 dans le web marketing, et petit à petit réajuster, faire les réglages sur le site, faire le réglage pour que tout ça vienne s'équilibrer au final. Mais si vous voulez faire le site parfait, déjà, ça va vous prendre 1 an. Et ça, c'est souvent aussi un problème. Pendant 1 an, le cash, il court. J'ai des salariés, c'est de la trésor. Donc, ça va vous prendre 1 an. Et en fait, vous allez juste avoir créé la plus belle boutique du monde au milieu du désert. Et ça, c'est
point très important pour conclure, il ne faut pas sous-estimer l'importance du web marketing. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Sandra, pour cette présentation très pragmatique avec des références chiffrées. Enfin, je pense que c'était très illustré. Ça se voit dans les questions. Alors, il y a des questions, notamment au début. Là, vous aviez évoqué qu'il y avait trois leviers d'action. Là, sur l'exemple que vous donniez, il y avait le panier moyen, l'auto de transformation, Oui. la fidélisation client. Est-ce que ces trois, donc il y a une question sur le fait, est-ce que ces trois éléments qu'il faut absolument attaquer en parallèle et de manière égale, ou est-ce qu'en fonction du produit, en fonction des cas, il faut prioriser tel ou tel aspect? Oui. Alors, c'est une bonne question, merci de la poser. Le premier élément, c'est que si vous n'avez pas amélioré votre panier moyen, clairement, il n'y a pas de modèle économique. Là-dessus, je suis assez clair. Donc, le panier moyen, c'est la clé, et c'est la clé avant d'aller plus loin, même dans la conception du site. Dans votre BP, si votre panier moyen est inférieur à 20 €, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il n'y a pas de modèle économique. Tout le reste, ça peut s'améliorer au fil de l'eau, puisque c'est des investissements, et on n'est pas obligé de le faire dès le départ. Ça va influencer sur votre taux de transfo, bien évidemment, si vous n'avez pas fait tous ces éléments-là. Mais vu que c'est aussi du cash, ça vous permet au moins de vérifier. Alors, ça dépend de là où vous en êtes dans la vie de votre projet, mais ça vous permet de vérifier si votre modèle économique est bon. Derrière, vous savez qu'en rajoutant ces leviers-là, vous n'allez pouvoir faire que progresser. Quoi qu'il en soit, le digital, mais c'est comme une entreprise, sa vie, c'est un perpétuel mouvement, et si on ne s'améliore pas, on recule. Et ça, c'est important. Nous, on a des annonceurs qui viennent nous voir, qui nous disent « j'ai déjà des bonnes positions SEO, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et nous, on leur dit sinon, si vous ne faites rien, vous allez mécaniquement descendre. Aujourd'hui, sur le digital, c'est ça. Si vous ne faites rien, malheureusement, on recule. Ça avance trop. Il y a trop de choses qui avancent trop vite. Des questions quand on est en phase de création de projet. Donc, vous avez effectivement expliqué que vous étiez pas avare de conseil. En tout cas, il y a cet aspect conseil qui est très important. Tout simplement, quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tôt? Quand est-ce que c'est trop tard? Enfin, quels sont… Faut venir me voir, alors pas trop tard et pas trop tôt. Alors, c'est là où c'est un peu délicat. Faut venir nous voir quand vous avez avancé sur votre projet, vous avez bien construit votre business plan, en tout cas le projet tel qu'il est. Et là, on peut vous donner un avis qui est un peu un oui-non, go-go, mais clairement, l'élément clé pour moi, c'est le panier moyen. Alors, il y a toute la logique après derrière de produits, de la bonne idée, mais globalement, le panier moyen, c'est la résultante. Donc, vous pouvez venir à ce moment-là. Ne venez pas nous voir quand votre site est terminé, parce que déjà, on a des aides mises en place. Ça s'active, même si c'est très réactif de mettre en place une campagne sur Google. Donc, ne venez pas nous voir quand votre site est terminé. Venez nous voir quand vous êtes en train de concevoir votre site et que vous n'avez pas encore trop avancé, puisque nous, on travaille énormément avec les agences web. On ne fait pas du tout de développement technique. Et on a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir. Le site est déjà en ligne. Et si on n'a pas optimisé tout le parcours de l'internaute, toute la partie SEO, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut venir nous voir quand vous êtes en train, idéalement, de faire le cahier des charges de la conception de votre site. C'est le bon moment. Pas trop tard, pas trop tôt. Des questions là pour d'autres typologies d'entreprises, pour des entreprises là qui sont structurées, qui ont déjà des outils et qui cherchent effectivement à s'améliorer. Là, vous parliez de l'enjeu de formation. Est-ce que c'est un enjeu qui doit être prioritaire? Là, vous évoquiez justement le fait que c'était important que vos clients soient actifs sur les sujets et soient moteurs. Est-ce qu'il y a justement des formations qui sont des préalables à tout, des compétences qu'il faut absolument avoir en interne? Très bonne question également. Alors, on était en séminaire hier avec l'équipe et on a décidé maintenant d'inclure dans notre accompagnement automatiquement un pack formation, parce qu'on estime que c'est la clé. Pour les annonceurs, déjà, notre objectif, c'est qu'ils montent en compétences. L'objectif, c'est qu'à terme, ils puissent être autonomes s'ils le souhaitent. Donc, les formations, pour nous, sont primordiales. Alors, dans la manière de fonctionner, on transmet notre connaissance et on explique ce qu'on fait.
C'est notre ADN, c'est l'ADN de l'agence et c'est pas ce qu'on fait, c'est pas une black box, Tous les accès, le client a accès à tout et on lui explique concrètement comment ça fonctionne. Nous, on va concevoir la stratégie, on va être la pelle et les pioches. Et derrière, le plus important, et c'est un sujet sur lequel on intervient de plus en plus, on aide également nos clients, les industriels notamment, à se structurer. On travaille avec eux sur toutes les problématiques de recrutement en interne, parce que c'est souvent aussi la difficulté, c'est que c'est des marketeurs en interne qui n'ont pas de connaissances de digital. On ne sait pas tout le temps à qui confier ce projet. Donc, on peut avoir aussi des missionnaires qui viennent. On a des gens qui peuvent venir observer ce qui se passe dans l'entreprise et on va pouvoir identifier qui sont les bons interlocuteurs et comment ils doivent se structurer. Et ça fonctionne si on se connaît bien aussi. Donc, la formation, c'est indispensable pour nous. C'est des budgets et des choses qui sont trop impliquantes pour les confier à un prestataire sans savoir ce qu'il fait, parce que c'est des gros budgets. Nous, nos gros clients, j'en citais tout à l'heure, c'est des clients qui investissent 1 million, entre 500 000 et jusqu'à 10 millions par an. Donc, on ne peut pas laisser un prestataire gérer sans maîtriser. C'est impossible. Donc, nous, on est beaucoup plus à l'aise avec ces clients-là. Voilà. L'importance de l'appropriation interne de ce type de projet, effectivement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour comprendre alors, une dernière question, là, purement égoïste, comme c'est moi qui pose les questions, je peux des cas un peu particuliers. Pour des sites qui ne sont pas marchands, donc par exemple, nous, on est une agence de développement économique, on a aussi des enjeux de se faire connaître de nos clients, de notre écosystème. Est-ce que la démarche que vous avez décrite reste quand même la même sur ces fondamentaux ou est-ce qu'il y a des priorités ou des éléments un petit peu différents sur lesquels il faut faire attention? Non, alors la démarche pour moi, elle reste la même. La différence, c'est qu'on ne va pas, les indicateurs de performance, les KPI qu'on va mettre en œuvre ne vont pas être les mêmes. Et donc, les leviers ne vont pas être les mêmes puisqu'on aura… alors, sauf si on peut avoir un objectif sur un site B2B, par exemple, qui n'est pas de générer une vente, qui est de générer des leads, pour que derrière les leads puissent être gérés. On peut avoir des objectifs d'améliorer la notoriété, ce qui peut être le cas pour vous. Et on va avoir d'autres outils pour mesurer cette amélioration de la notoriété. Aujourd'hui, on a un deal avec un partenaire pour faire beaucoup d'études sur Internet pour améliorer. Donc, c'est juste les cases des leviers qui ne vont pas être répartis de la même manière. On va avoir des cases beaucoup plus importantes sur la partie des leviers, sur la partie visibilité, la partie trafic, et beaucoup moins sur la partie transfo, parce qu'il y a moins de choses à transformer. Sauf si vous avez une logique, là encore, de génération de leads. Donc, bien évidemment, chaque univers, secteur, nous, notre rôle, c'est de régler les pyramides et de mettre les bons leviers avec les bons volumes budgétaires en fonction des objectifs. Et puis, de vous aider aussi à définir les objectifs. On se rend compte que les annonceurs, quand on est un e-commerçant, c'est assez simple. On est un e-commerçant, c'est faire des ventes. Quand on n'est pas un e-commerçant, quel est l'objectif? Et là, on travaille ensemble et on fixe des objectifs aux objectifs, tout simplement. Voilà. Donc, c'est finalement, chaque cas est particulier et pour chaque cas, il faut dresser la liste du besoin, des bons leviers, des indicateurs à suivre et tout ça, c'est à paramétrer pour chaque cas, en fait. C'est bien ça. Exactement. Et moi, j'aime bien aussi quand parfois on fonctionne à l'envers. On a des clients avec lesquels on a réussi. Dijo, qui est une marque de couteaux, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des couteaux personnalisés. Heureusement, était l'inverse. On a commencé par créer une stratégie de web influence, à créer une vraie marque. Ils ont travaillé avec une belle agence de communication avant de construire tout le dispositif opérationnel de la pyramide. Voilà. Donc, il y a aussi des histoires quand on estime que le produit a une histoire à raconter et toute la communication, le branding, la visibilité qui va avec, on peut construire l'histoire dans l'autre sens, clairement. On est beaucoup moins dépendant de Google. D'accord. Donc là aussi, en fonction des cas, la stratégie peut être complètement différente et adaptée. Exactement. Tout dépend du projet. Voilà. Très bien. Eh bien, on est allé au bout des questions. Donc, merci beaucoup, Sandra, pour encore une fois une présentation très, très opérationnelle, très claire, avec des références et des éléments, je pense, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je rappelle le nom de votre structure, donc Digital Keys.
Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Il va être temps de clôturer cette matinale. Très bien. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Donc, il est temps de clôturer cette belle matinale et j'ai la joie de voir revenir Fabienne pour faire pour clôturer. Voilà. Donc, Fabienne Le Gallio de la CCI. Donc, j'espère que ces 4 ateliers ont comblé vos attentes. Pour ceux qui n'auraient pas tout vu ou qui souhaiteraient les revoir, l'ensemble des ateliers, y compris ceux de l'autre session, parce qu'il y avait 2 sessions parallèles, seront entièrement disponibles dans quelques jours sur la plateforme YouTube de Lorient Technopole. Voilà, pour revisiter, revoir, réapprendre, re-questionner. Et je te laisse le mot de la fin, Fabienne. On espère se revoir en 2021, peut-être en présentiel, en tout cas avec la volonté quand même de refaire quelque chose autour de Connected ensemble. Oui, c'est vrai que 2020 a une drôle de saveur. C'est ce qu'on s'est dit en novembre quand on a lancé le cycle d'ateliers. Bon, on ne sait pas ce que va nous apporter 2021, mais en tout cas la volonté de travailler ensemble, de vous proposer à nouveau du contenu avec les moyens dont on disposera au moment voulu. Mais en tout cas, j'espère que tout un chacun a pu profiter des ateliers, de l'apport qui a été fait. Et puis on vous souhaite peut-être une très bonne année 2021, parce qu'on est encore en janvier, donc on a le droit. Et puis on aura plaisir à vous retrouver pour le cycle 2021 de Connected. Et puis on travaillera pour vous apporter un beau programme. On sera à l'écoute de vos propositions éventuellement aussi en termes de contenu. On regardera vos retours en termes de questionnement, de satisfaction. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques pour qu'on continue à s'améliorer et à vous apporter un beau contenu, un beau programme. Merci encore à tous les intervenants. Merci à notre partenaire Comémédia qui a construit cette matinale avec nous avec toujours autant d'efficacité et de professionnalisme. Et puis, oui, bonne année 2021 et à très bientôt à tous. Voilà. Merci à tous.